Précédemment, dans Histoire de faire court. On va entamer la fin de la royauté en France. Ça leur fera les pieds. On a une famille royale très impopulaire, une crise de la dette, une crise économique, une crise agricole et des privilégiés qui ne veulent rien changer. Quand les délégués du tiers-état arrivent à Paris pour l'ouverture des états généraux, ils sont chauds bouillants. Et maintenant, la suite. Eh, c'est à quelle heure le feu d'artifice demain? Je sais pas. 23h, non? Ok. Eh, au fait, le 14 juillet, on fête bien la prise de la Bastille pendant la Révolution, c'est ça? En quelque sorte, pas tout à fait. Pourquoi? Parce que tu nous as laissé sur notre faim la dernière fois avec ton à suivre, alors tu nous fais la suite, ok? Ok, pas la peine de s'énerver. On y va. Allons-y, allons-y. Lorsque les états généraux démarrent en mai 1789, la tension est importante car la question du vote par ordre pose problème. Explication. Traditionnellement, chaque ordre dispose d'une voix. Une voix pour le clergé, une voix pour la noblesse et une voix pour le tiers-état. Mais c'est dégueulasse! Vas-y, développe. Le tiers-état, ils seront toujours en minorité du coup. Et vu que les nobles et le clergé, ils ont des privilèges, ils voteront forcément contre le tiers-état. Bravo! Et tu progresses. Ah, tu sais, c'est le talent. Le tiers-état, largement plus nombreux, voudrait qu'on vote par député et non par ordre, mais le roi refuse. Il avait doublé le nombre de députés du tiers-état quelque temps auparavant, mais pour le vote final, ça sert pas à grand-chose. Ça me sert à rien. Or, les députés du tiers-état estiment qu'ils représentent la grande majorité de la population. Ils décident donc de vérifier eux-mêmes les pouvoirs de tous les députés des trois ordres. Comment ça? Ils appellent un à un tous les députés afin de vérifier qu'ils ont bien été élus dans les règles. Alors vous répondez présent à l'appel de votre nom. Ah babou. Combien il y en a? Clergé et noblesse font la sourde oreille jusqu'à ce que deux curés, des prêtres, répondent à l'appel. Cela renforce le tiers-état. Et tandis que quelques nobles les rejoignent, ils se proclament le 17 juin Assemblée nationale, seule habilité à prendre des décisions légales. Et malgré l'ordre de dispersion donné par le représentant du roi, ils décident malgré tout de rester en séance. Là, les choses s'accélèrent. Quand l'Assemblée trouve le portail vers la salle habituelle fermée 3 jours plus tard, les esprits s'échauffent, on se dit que le roi essaye de les faire taire. Ils se rendent alors dans une salle voisine qui est ouverte, la salle du jeu de pommes. Quoi? Le jeu de pommes, c'est l'ancêtre du tennis. Mais j'ai rien dit! Laisse tomber. Ils prononcent là le serment du jeu de pommes, par lequel ils promettent de ne pas se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France. Constitution... Ah! C'est un texte qui fixe l'organisation des pouvoirs d'un État. D'abord, le roi ne veut rien entendre, puis il cède et finalement il ordonne aux autres ordres de se joindre à l'Assemblée, qui se donne le nom d'Assemblée constituante le 9 juillet. Les choses auraient pu continuer tranquillement, mais sous la pression de la cour, Louis XVI renvoie son ministre Necker, qui avait pourtant les faveurs du tiers-état, et il fait masser de nombreux soldats autour de Paris et Versailles pour prévenir d'éventuels désordres. Mais des rumeurs circulent disant que le roi veut écraser la révolution, tandis que les Parisiens, eux, meurent de faim. Le 12 juillet, à Paris, des orateurs tels le jeune avocat et journaliste Camille Desmoulins appellent la foule à se défendre. Et tandis que des heurts éclatent entre soldats et parisiens, on commence à entendre crier dans toute la ville « aux armes ». Une milice bourgeoise est créée le 13 juillet et ils partent à la recherche d'armes. Des armes. Un maximum d'armes. Au matin du 14 juillet, la foule investit la cité des Invalides, c'est une grande caserne avec un hôpital, et en sort des milliers de fusils. Oh, je sens qu'il va y avoir de l'action. Bientôt. Les Parisiens ont aussi besoin de munitions, et ça tombe plutôt bien, il y en a en très grande quantité dans la forteresse-prison de la Bastille. Ah, on y vient. La Bastille est à la fois une menace à cause de ses canons et une réserve abondante de poudre. Alors des envoyés commencent à négocier l'ouverture des portes, mais quand la foule en colère arrive, les choses dégénèrent. S'il vous plaît. Oui? Après des heures de siège et des dizaines de morts, et pour éviter que les munitions prennent feu à l'intérieur, la garnison capitule et le pont-levis s'abaisse. Le 14 juillet 1789, la foule en fureur se rue à l'intérieur et le gouverneur de la prison, le marquis de Launay, est décapité, sa tête embrochée sur un bâton et on lui fait entamer un tour de la ville.
Ouah, et on fait ça avec de feux d'artifice le 14 juillet? Alors pas tout à fait, on va y venir. Louis XVI quitte Versailles pour Paris afin d'essayer d'apaiser le peuple, mais des rumeurs commencent à circuler dans les campagnes. On raconte que des soldats étrangers arrivent et que des brigands auraient été recrutés par les nobles pour persécuter les paysans. Alors que la faim les tiraille, ils prennent d'assaut les châteaux, brûlent les titres seigneuriaux où sont notamment consignés les impôts que paye le tiers-état. On donne à cette période le nom de Grande Peur. Panique du côté des nobles, à tel point qu'à l'Assemblée, ils proposent eux-mêmes d'abandonner leurs privilèges afin d'apaiser la fureur des paysans. Mon Dieu de pécor! Dans la nuit du 4 août 1789, l'Assemblée proclame l'abolition des privilèges. Symboliquement, le vieux système des trois ordres n'existe plus. Pour acter ce bouleversement, les députés proclament le 26 août la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en partie inspirée de la Déclaration des droits des Américains. Le roi est d'abord réticent, mais les choses changent quand des femmes affamées et armées font irruption à Versailles le 5 octobre pour réclamer du pain. Le roi promet des mesures, ainsi que de reconnaître les décrets d'août et la Déclaration des droits de l'homme. Je vous ai compris! Il est raccompagné le lendemain avec sa famille à Paris, escorté notamment par la garde nationale qui avait été créée au lendemain du 14 juillet. Louis XVI est installé au palais des Tuileries, tandis que des nobles apeurés commencent à quitter le royaume. On les appelle les émigrés. Résumons. La tenue des États généraux aboutit à la création de l'Assemblée nationale, qui doit doter la France d'une constitution. Les choses se gâtent quand, sous le poids de la faim et des rumeurs, les Parisiens attaquent la Bastille, tandis que les paysans s'en prennent au château des nobles. Afin de calmer la situation, l'Assemblée vote la fin des privilèges et proclame la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le 14 juillet 1790, la fête de la Fédération est organisée en grande pompe pour célébrer l'union des 83 nouveaux départements. Des Français viennent de tout le royaume pour voir Lafayette, le commandant de la garde nationale, jurer fidélité à la nation, à la loi et au roi, tandis que Louis XVI va prêter serment de fidélité à la nation et surtout de protéger la Constitution. C'est ce 14 juillet-là qu'on fête précisément de nos jours. Et tout le monde est content. C'est beau. Oui, le roi est célébré cette année-là comme le protecteur de la nation et le restaurateur de la liberté française. Pourtant, au petit matin du 20 juin 1791, le roi et sa famille sont introuvables. Et allez, encore une fois. C'est frustrant à la fin, ça, tu sais? Oui, je sais, mais cet épisode il est suffisamment long et il faut garder un peu de suspense. Ah, petite dédicace avant de terminer. Pour mes élèves de Jean-Louis Etienne qui ont décidé de suivre ces vidéos sur YouTube. Je vous souhaite de très bonnes vacances d'été, j'ai passé une année très sympa avec vous, et d'ici là, je vous dis à un de ces quatre. En attendant, venez sur cette chaîne, regardez la suite des vidéos. Allez, salut!